La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Marie Toussaint, bonjour, vous avez l'âge du Christ. Le prénom de sa mère, votre nom de famille est une fête religieuse, tout comme le prénom de Noël ici présent. Alors je vous souhaite de faire un podcast divin. En 2015, entre Bayou et Cabane, vous souhaitez lancer une comédie musicale autour de Tom Sawyer. J'ai mal lu. En 2015, entre Julien Bayou et Valérie Cabanès, vous fondez l'ONG Notre Affaire à tous qui est à l'origine de l'affaire du siècle. En 2020, vous publiez Ensemble, nous demandons justice avec Priscilla Ludowski, dans lequel vous appelez à l'union des luttes pour la justice sociale et des luttes pour la justice environnementale. Avec votre passé à Sciences Po, c'est un moyen de rassembler les 3 axes de la permaculture, le 3e étant la rentabilité, ce qui fait de vous une femme très permacole. Mais en fait, Marie Toussaint, n'êtes-vous pas tout simplement une femme permacool ? Voilà la présentation que fait de vous Mathieu Briard, qui est un talentueux vidéaste et humoriste. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce portrait plein d'humour ? J'espère. J'espère, parce que permacool, c'est pas mal. Donc j'aimerais bien être permacool, oui. Alors Marie Toussaint, merci d'avoir accepté de venir pour plaisir. cette conversation. Vous êtes aujourd'hui la responsable d'une association qui a fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelle Notre Affaire à tous, qui est parmi d'autres à l'initiative de ce fameux procès de l'affaire du siècle. Nous reviendrons dessus. Vous êtes militante dans un parti politique, LV. Et depuis les dernières élections européennes, vous êtes députée au Parlement européen. Donc vous avez vraiment, comme on peut dire, les mains dans le cambouis politique aujourd'hui, sans vous les salir pour autant. Et puis vous avez écrit avec Priscilla Ludowski, qui a été l'une des animatrices et créatrices du mouvement des Gilets jaunes, ce livre Ensemble, nous demandons justice. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais moi, j'aime bien savoir d'où viennent les gens que je rencontre. Bon, je vous connais en dehors de ce studio, mais j'aimerais savoir de quel milieu vous venez. Est-ce que vous avez trouvé chez vos parents un exemple de militantisme qui vous a inspiré pour votre vie de jeune femme ? Sans aucun doute. Sans aucun doute. J'ai reçu l'engagement avec ma naissance. Mes parents étaient volontaires chez ATD Quart Monde. Donc c'est une association de lutte contre la pauvreté. Et j'y ai puisé beaucoup de choses, je pense. En tout cas, j'ai compris peut-être plus tard, qui ont guidé mon engagement. Parce que être volontaire chez ATD Quart Monde, c'est un engagement de vie. On déménage avec sa famille, on va de lieu en lieu à la rencontre des personnes en situation de pauvreté. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée que les êtres humains ont des droits. Et puis il y a cette phrase qui est gravée sur l'esplanade du Trocadéro et dans de nombreuses villes de France, mais aussi du monde, qui dit que là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Alors, moi, je ne suis pas forcément croyante, ce n'est pas le caractère sacré de ce devoir qui me frappe, c'est plutôt le fait qu'il y a un devoir et qu'on doit s'unir pour le faire respecter. Et toute la méthodologie, finalement, la philosophie d'ATD Quart Monde repose sur cette reconnaissance des droits et la nécessité de créer des outils pour ne pas que ce soit, vous voyez, la main qui vient d'en haut et qui tend vers le bas, mais pas que ce soit ça, mais qu'au contraire, il y ait des outils pour permettre à celles et ceux qui sont en bas, qui sont mis en bas par la société, de pouvoir se sortir par eux-mêmes de leur situation, en l'occurrence de grande pauvreté. Et c'est quelque chose qui, sans le savoir, m'a beaucoup inspirée dans mon engagement pour la protection de la planète, parce que, d'une part, je lis profondément les droits humains et les droits de la nature. C'est justement parce qu'on ne protège pas la planète que des personnes sont en situation de pauvreté. Et à l'inverse, on exclut souvent, on discrimine, on maltraite des gens aussi pour pouvoir accéder aux ressources de la Terre. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'autre élément, c'est que ces droits, ils existent, ils sont là, et que c'est à nous, êtres humains, de nous organiser pour faire respecter, pour faire valider ces droits-là. Voilà, donc tout ça, ça a été un peu la philosophie dans laquelle j'ai grandi, donc un engagement à plein temps, et puis à la fois de solides principes, de solides valeurs,
notamment cette idée qu'il faut agir ensemble plus que donner, ou faire à la place d'eux. Voilà. Alors, quand vous étiez enfant, est-ce que vous aviez conscience que vos parents exerçaient une fonction un petit peu à part dans la société ? C'était pas... Quand vous étiez à l'école, on demandait souvent le métier des parents. Ah oui. Qu'est-ce que vous disiez ? Non, ça c'était impossible. Je savais pas bien. Donc je pense que j'écrivais volontaire permanent d'ATD Quart-Monde et puis que ça rentrait pas, parce qu'il y a un nombre de caractères des fois ou des lignes relativement courtes. Bon, donc je sais que ça a été un calvaire. Je crois que j'ai répondu des choses différentes pendant toute mon enfance. Mais oui, c'était particulier. Et je voyais bien aussi qu'ils ne faisaient pas le même travail que les parents de mes camarades de classe ou de mes copines et de mes copains. Je sentais aussi quelque chose, c'est qu'on habitait beaucoup... on habitait dans des quartiers, on allait beaucoup rendre visite à des familles aussi. Et je voyais bien que s'il y avait eu un choix quand même de pauvreté volontaire, c'était volontaire. Donc on pouvait s'en sortir, s'en tirer. Et qu'il y avait un espèce de filet de sécurité incroyable que les gens avec lesquels on vivait n'avaient pas. Et il y avait plein de situations comme ça où... moi, je suis d'une famille pas très riche. Hein. Je suis issue du monde ouvrier. Voilà. Mes parents sont devenus volontaires, mais mes grands-parents étaient tous ouvriers. Et quand on avait envie d'aller en vacances, il y avait toujours un ami d'ATD Quart-Monde ou une amie d'ATD Quart-Monde qui prêtait une maison, voilà. Et comme c'est une association mondiale, on pouvait, dans l'idée, en théorie en tout cas, aller un peu partout autour de la planète, avoir des gens qui nous accueillent. Voilà, ça c'était très différent. D'une certaine manière. Alors pas tout à fait quand même, mais en tout cas ce lien, cette sécurité, cette capacité d'avoir confiance en l'avenir, qui n'est pas profondément partagée dans la société. Et je crois, d'ailleurs, ce qu'on est en train de traverser là, paf, il y a une pandémie qui arrive, elle fait des ravages, elle accroît de manière considérable la pauvreté dans notre pays, elle rompt le lien social comme on l'avait jamais rompu auparavant. Je crois que ça montre bien que cette question-là de la solidité des liens qu'on noue avec les autres, de cette sécurité, de cette confiance en l'avenir, c'est une richesse inouïe. Voilà, donc ça, j'en ai conscience aussi. Est-ce que, lorsque vous étiez enfant et adolescente, vous ressentiez comme une différence le statut de vos parents ? Est-ce que vous en avez souffert par rapport à ces enfants que vous côtoyez, dont les parents avaient un statut social qui était beaucoup plus identifié ? Je crois pas. Je crois que j'évoluais dans la vie avec les camarades de mon âge, tranquillement, normalement. Et est-ce que c'est avec vos parents que vous avez appris la solidarité ? Je crois. J'ai été... En fait, du coup, j'ai grandi avec des liens divers, avec des milieux divers aussi. Il y a une association pour les enfants qui s'appelle Tapori, qui essaye de faire de la solidarité entre tous les enfants du monde. Donc on écrivait dans des journaux ce qu'on faisait, on s'envoyait des dessins, des jeux, que c'était traduit dans plusieurs langues. Et puis c'était pareil avec les enfants de l'école, avec les enfants avec lesquels j'allais jouer, des familles, etc. Donc je pense que j'ai eu à la fois l'esprit ouvert et en tout cas, je ne sais pas si c'est la solidarité, mais en tout cas la conscience qu'il n'y a pas des gens qui valent plus que les autres. Et que la seule raison pour laquelle on considère que des gens valent plus que les autres, c'est parce qu'on l'a choisi. Voilà. Et donc je me bats aussi contre ça, beaucoup. Alors vous étiez dans une famille de parents militants, très militants. Bien souvent, il arrive que quand on est dans un milieu comme celui-là, on se lasse du militantisme et on n'a pas envie du tout de reproduire ce que font ses parents. Et ce n'est pas votre cas. Pas tout à fait, ouais. Non, alors je voulais faire autre chose que mes parents, quand même. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré à un parti politique, Europe Écologie Les Verts, assez jeune. J'ai adhéré dès que j'ai eu 18 ans. J'attendais d'avoir 18 ans pour être sûre de faire le bon choix. Bon, c'est une idée qu'on a en tête comme ça, mais... déjà plus jeune, j'avais commencé à regarder dans des associations autres qu'ATD Quart-Monde. Je voulais faire autre chose. Mais... En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai jamais réussi à trop m'éloigner de cette question de l'engagement et du militantisme. Je suis pas sûre que je saurais faire autrement que d'être engagée. Alors, ça peut revêtir beaucoup de formes différentes, mais je pense que ça guide beaucoup ma vie et mes actions. Et dès vos années lycéennes, à la faculté, vous étiez déjà très engagée, vous étiez
parmi les femmes leaders de mouvements qui n'étaient pas forcément écolos d'ailleurs. Alors, je suis un peu timide quand même, ça se voit moins maintenant, mais je l'étais pas mal. J'étais dans un lycée dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'activités militantes. Donc, on a participé à des grèves, etc. Mais je n'ai pas souvenir de leaders particuliers, d'organisateurs particuliers. Je crois que c'était assez spontané. Par contre, j'ai toujours été engagée dans des assos, dans des structures, essayer de porter des choses, peut-être plus au départ derrière. Mais j'étais très, très intéressée par tous les sujets liés à l'Europe ou à l'international, à l'égalité au niveau international, au moment aussi où la justice climatique commençait à émerger, mais dans son sens premier. Des fois, on l'oublie. Mais le sens premier, c'est quand même la revendication des mouvements sociaux des pays des Suds, de dire, c'est pas normal, il y a un réchauffement climatique qui a été causé par les pays les plus riches. La justice climatique, c'est aussi de répondre à cette dette climatique. Voilà, donc ça, j'ai été très interpellée par ça. J'ai participé à différentes activités organisées par les altermondialistes, les forums sociaux, le contre-sommet de Copenhague, où j'étais encore assez jeune, en 2009. Porter un petit peu l'initiative Yasuni Tété, qui était une des bonnes initiatives de Raphaël Correa. On peut en reparler dans le sens inverse aussi. Pour ceux qui nous écoutent, et ceux et celles qui nous écoutent, Yasuni, c'est un projet de protection de toute une zone sur laquelle vivent les peuples premiers d'Équateur, qui est regorgée de pétrole. Et l'engagement de la communauté internationale, c'était de dire, avec le président Correa à l'époque, on protège cette zone, c'est-à-dire qu'on n'exploite pas le pétrole, et en revanche, la communauté internationale va contribuer à nous aider. Et puis tout ça, en fait, a échoué. Il n'y a pas eu d'argent qui a été vraiment mobilisé. Ouais, on avait essayé de mobiliser à l'époque les collectivités, avec Corinne Morel-Darleux, qui est élue en Rhône-Alpes. On avait réussi à obtenir quelques dizaines de milliers d'euros par-ci par-là, mais en tout cas en France, l'engagement n'avait pas été présent, et d'ailleurs dans le monde non plus. Mais c'était une vraie belle initiative qui disait, l'Équateur, c'est un pays qui est coincé par les accords commerciaux, maintenant de libre-échange, coincé par le prix de la banane, coincé par le prix du riz, et c'est les grands centres de revenus. L'autre, c'était le pétrole. Donc effectivement, si on voulait laisser le pétrole sous le sol, ce qu'il faut absolument faire, il fallait compenser ce fait-là. Bon, et ça n'a effectivement pas marché. Alors vous êtes né la même année que la création du GIEC. Oui, quelques mois avant. Est-ce pour cette raison que votre engagement est devenu très vite un engagement écologique, ou comment c'est venu cet engagement-là? Comment on passe d'un engagement social, par héritage familial, j'allais dire par destination en quelque sorte, et comment, c'est pas une bifurcation, mais comment on y ajoute, comment on découvre l'importance du combat écologique à côté du combat pour la justice sociale? Mais je crois que c'est effectivement lié au fait que je sois née à un moment où la question écolo commençait à vraiment être grand public, à un moment où on était aussi certain que la destruction de la planète, elle venait de l'action humaine. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment de souvenir de déclic écologique que j'aurais eu. J'ai l'impression que ça a été toujours là. Et je me souviens... Alors là, je me souviens que déjà en 2002... j'étais encore quelques années trop jeune pour voter, mais que j'avais envie de voter pour un certain Noël Mamère. et que juste après, j'avais vu des documentaires où... Alors, je ne sais plus exactement à quel moment c'était, mais à un moment où on parlait des Verts, et alors il y avait vous et Dominique Voynet qui expliquaient que voilà, on vivait sur une même planète. Alors, je ne sais plus quelle était la phrase après, parce que je ne suis pas sûre que c'est la phrase qui m'avait marquée, mais cette image de cette planète, et de me dire, mais ça, c'est vrai, si on veut vivre en solidarité, si on veut mettre fin à la misère, il faut qu'on tienne compte du fait qu'on n'a qu'une seule planète. Et si on n'en tient pas compte... Notre slogan, c'était « Nous n'avons qu'un seul monde ». Ah bon, bah voilà. Hein, je m'en souvenais plus. Mais je me souviens en tout cas de cette image-là, et de la pensée qui m'a traversée à ce moment-là. En fait, c'est pas possible de faire sans ce fait-là. Et donc, je viens pas du tout, comme certains, aujourd'hui, quand on arrive à l'écologie, souvent, c'est parce que vraiment le réchauffement climatique est partout et qu'on a peur. Il y a eu un moment aussi, et il y a encore beaucoup de gens, je pense, qui viennent à l'écologie parce que ils sont amoureux des arbres, amoureux des oiseaux, de la nature, et que c'est ça qui les emmène vers l'engagement écolo. Pour d'autres, et je crois pour vous, on vient aussi d'une critique de la société, de la technique,
dans laquelle on est. Moi, c'était vraiment par la question sociale, quoi. C'était vraiment cet enjeu de se dire, on partage tous cette planète. Si on veut être égaux dessus, il faut qu'on sache comment on agit avec cette chose qu'on a et on n'en aura pas d'autre. Et à partir de ce moment-là, vous êtes tout de suite engagé dans un parti politique ou est-ce qu'au contraire, notre affaire à tous a précédé votre engagement partidaire ou pas? Non, ça a été bien après. J'ai d'abord... je faisais quelques activités de sensibilisation au commerce équitable, des enjeux comme ça, à la citoyenneté, au handicap aussi. Et puis, j'ai pris ma carte chez Les Verts. Puis c'est vrai qu'il y avait un groupe de jeunes écolos à Sciences Po. Je suis rentrée à Sciences Po par les conventions d'éducation prioritaire. Et il y avait un groupe de jeunes écolos assez dynamique, mais qui me disait à l'époque, voilà, t'étais là, tu nous filais un coup de main, mais on misait pas sur toi une cacahuète. Parce que j'étais cette jeune fille timide qui suivait, qui filait des coups de main, mais qui prenait pas forcément le lead tout de suite. Puis voilà, donc je me suis intéressée à ces sujets européens, mondiaux. J'ai continué à travailler pas tellement dans de la solidarité internationale telle qu'on l'entend quand on dit récolter des fonds pour aller construire des écoles, tout ça. J'étais beaucoup plus sur une idée de solidarité politique, de dire, comme on habite sur cette planète, eux, ils font de la politique, il y a plein de gens qui font de la politique chez eux, faut qu'on se soutienne, faut qu'on se serre les coudes. Voilà, et politique au sens large, avec un grand P, et aussi de mobilisation sociale, etc. Et puis, il y a eu un moment où il y a eu une super campagne des européennes. Donc voilà, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus là-dedans. Et puis, je suis un peu montée, j'ai commencé à m'intéresser au projet d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, et j'ai fait mon bonhomme de chemin un peu en s'occupant des questions programmatiques, de fond, et des questions d'Europe et d'international. Je portais déjà les combats que j'avais un peu à l'extérieur, comme Yassouni Tété, à l'intérieur du parti politique. Et puis, je ne sais pas bien comment ça s'est fait. Au début des années 2000, après Copenhague, je me dis, bon, il y a un sujet quand même, c'est cette affaire du droit et des droits. Et ça, je ne l'ai pas encore creusé en ce qui concerne l'environnement. Et donc, je réalise qu'il y a cette bataille qui est là, la reconnaissance de l'écocide, dont très peu de monde parle, mais il y avait déjà Laurent Néret, déjà Valérie Cabanès, je ne les connaissais pas encore. Puis je me dis, reprends tes études. Et donc, je refais un master en droit international de l'environnement. Je me forme sur l'écocide, je rejoins Valérie Cabanès dans son combat à l'époque avec End Ecocide on Earth. Ils étaient en train de finir de porter une initiative citoyenne européenne qui n'a malheureusement pas réuni les signatures nécessaires à l'époque. Et on passe 2 ou 3 ans à se battre pour la reconnaissance de l'écocide. Il y avait un plaidoyer mondial. À un moment, on a cru que le Burkina Faso allait se saisir de la proposition. On a cru que la France, de l'avant-COP, l'avant-signature de Paris, allait s'en saisir aussi. Voilà, ça bougeait. Et puis, là, coup d'arrêt. On sait plus ça avait bougé, mais d'un coup, ça ne bougeait plus. Et il y a eu la victoire de Urgenda aux Pays-Bas. Alors, il faut que vous expliquiez, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, ce qu'est l'écocide, ce que ça veut dire, parce que c'est un terme qui est assez barbare pour un certain nombre de gens, alors que c'est très important, oui. On y reviendra, et puis nous expliquer ce qu'est cette association Urgenda aux Pays-Bas qui a remporté une très belle victoire. Tout à fait. Alors, commençons par l'écocide. Commençons et puis après, comme ça, je rebouclerai la boucle. L'écocide, c'est du grec oikos, la maison, du latin oxidere, tuer. Donc, c'est tuer sa maison. C'est les graves crimes contre la planète, les plus graves crimes contre la planète. Quand on parle d'écocide, on est dans les catégories de ce qu'on appelle les crimes contre les valeurs universelles. C'est les crimes notamment qui sont condamnés par la Cour pénale internationale, qu'on a mis en place après les énormes crimes de guerre, massacres qui ont eu lieu au XXe siècle. Crimes de génocide. Et qui dit on arrête tout ce qui est de l'ordre des crimes contre la paix. À l'époque, on parlait déjà du crime d'écocide, dès 1970. D'ailleurs, c'est avec ce terme-là qu'Olof Palme, le Premier ministre de Suède, ouvre la première grande conférence internationale sur l'environnement à Stockholm, en Suède, en 1972, en dénonçant l'écocide qui était en train d'être commis au Vietnam. Au Vietnam, il y avait une guerre que les Américains menaient contre le peuple vietnamien, avec évidemment des alliés et des combattants de la libération. Et le Vietnam, il y a des forêts, il y a des mangroves. Pour mieux pouvoir tuer les forêts et les mangroves, les Américains ont décidé de répandre un herbicide hautement toxique, l'agent orange, qui a décimé les forêts. Et il y a des dommages écologiques qui sont encore vifs
vivaces aujourd'hui, mais qui ont évidemment aussi tué les peuples qui vivaient en dessous. Et donc, on a encore aujourd'hui des centaines de milliers d'enfants vietnamiens qui naissent malades, malformés, etc. Ça, c'était un écocide. Et ça a été dans le débat de la communauté internationale. Finalement, au sein de la Cour pénale internationale, on a retenu les crimes contre l'environnement lorsqu'ils étaient commis en temps de guerre, mais il n'y avait rien en temps de paix. Et pourtant, on sait, on y reviendra peut-être après, qu'il y a encore de nombreux crimes qui sont commis contre la nature, en premier lieu desquels peut-être le réchauffement climatique, qui mettent en danger la sûreté de la planète, l'habitabilité de la planète pour l'humanité. Voilà. Et donc, on se battait pour cette reconnaissance de l'écocide, et la France, à plusieurs reprises, déjà dans le cadre des discussions sur le statut de Rome, mais ensuite aussi en 2015, avant l'accord de Paris, s'y intéresse un petit peu et puis le rejette, parce qu'on a une industrie nucléaire et que l'écocide, ça peut concerner le nucléaire. Et d'ailleurs, quand on parle d'écocide, on parle de Tchernobyl, on parle de Fukushima. Ça fait partie des exemples d'écocides qui ont été commis à travers le monde. Et donc là, il y a cette victoire de Urgenda aux Pays-Bas. Urgenda, c'est une association qui œuvre pour accélérer l'agenda climatique. Urgenda, c'est l'urgence de l'agenda pour le climat. Et ils décident, eux, de porter plainte contre les Pays-Bas parce que les objectifs climatiques du pays n'étaient pas assez élevés pour faire face à la responsabilité historique des Pays-Bas dans le réchauffement climatique dans le monde. Il faut savoir que les Pays-Bas ont une des empreintes carbone par habitant qui est les plus élevées au monde. Les Pays-Bas, c'est notamment le pays d'où Shell, cette grande multinationale très pollueuse, est originaire. Et en mai 2015, la justice leur donne une première fois raison. Ils auront raison successivement, parce qu'il y a eu des appels, ça s'est terminé en décembre 2019, et le tribunal condamne les Pays-Bas à rehausser ses objectifs de lutte contre le dérèglement climatique à au moins 25% à horizon 2020. Ça, c'était une première grande victoire. Et du coup, quand il y a eu cette victoire-là, je me suis dit « Ah mais tiens, c'est dommage », parce que le réchauffement climatique est un écocide, on se bat pour la reconnaissance de l'écocide, là il y a quelque chose qui se passe, et nous on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'association. Et c'est à ce moment-là où Julien Bayou me dit « Mais t'as qu'à le faire, lance-la ». Et donc j'ai parlé avec Valérie Cabanès, avec Samantha Novella qui travaille aussi pour les droits de la nature, avec quelques militants d'Alternativa qui se battaient déjà contre le dérèglement climatique, et puis on a lancé cette association Notre Affaire à tous, Agir ensemble pour la justice climatique, qui prenait l'angle du climat et avait vocation à lancer cette affaire du siècle. On a lancé aussi un cas contre Total, sur le devoir de vigilance climatique de Total, qui est la première pollueuse de France, mais aussi derrière de se battre pour la reconnaissance des droits de la nature et de se battre pour la reconnaissance de l'écocide. Voilà, et puis du coup, pour en revenir à votre question, en parallèle, je continuais mon activité chez Europe Écologie Les Verts, mais c'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps à ramener mes combats extérieurs au sein du mouvement. Et donc, je lance Notre Affaire à tous en 2015, et en 2016, j'arrive à faire adopter, comme une proposition politique majeure, la reconnaissance de l'écocide, et par Europe Écologie Les Verts, et par les Verts européens, et par les Verts mondiaux. Voilà, donc ça a été ce mouvement de balancier-là, m'impliquer dans les luttes à l'extérieur, les ramener à l'intérieur, et les porter dans le débat politique. Alors, on peut dire d'ailleurs que, grâce à vous, Marie, le terme d'écocide aujourd'hui est non pas passé dans le langage courant, mais il ne fait plus peur aux médias. Il n'est plus considéré comme une coquetterie d'écologistes, mais il prend le chemin de ce qu'il devrait, de sa reconnaissance juridique. Oui. Alors, c'est pas que grâce à moi, quand même. Vous avez joué un rôle important. Oui, Valérie Cabanès aussi, beaucoup. Bien sûr. J'ai cité Laurent Néret, Polly Higgins, une avocate britannique, et d'autres à travers la planète. C'est vrai, on a été aidés, quand même. On a été aidés parce qu'Extinction Rebellion, quand il s'est créé, a fait de l'écocide, justement, parce qu'il y avait ce mouvement au Royaume-Uni, l'une de ses revendications. Donc, on a vu apparaître le terme d'écocide sur des drapeaux. Alors, nous, on était surprises, heureuses, mais surprises. Extinction Rebellion, on va y revenir. C'est un mouvement qui est né en Grande-Bretagne et qui est un mouvement de désobéissance civile non violente. Mais on reviendra tout à l'heure sur la désobéissance civile. Expliquez-nous le cheminement de votre affaire du siècle. Alors, de l'écocide. De l'écocide, oui. Donc, voilà, le terme d'écocide qui fleurit partout. Et puis, effectivement, mais tout est lié. La Convention citoyenne qui, à son tour, met sur la table le sujet de l'écocide.
Quand je dis tout est lié, et c'est là où ça a effectivement un lien avec l'affaire du siècle, c'est que la Convention citoyenne est née d'une double mobilisation qui était la mobilisation de l'affaire du siècle d'une part, et puis celui des Gilets jaunes d'autre part. Et si on rembobine en arrière, en décembre 2018, quand on lance l'affaire du siècle, François de Rugy, qui était alors ministre de l'écologie, nous répond « Oui, non, mais c'est vrai que l'État est en retard, mais alors le climat, ça ne se règle pas dans les tribunaux, et puis de toute façon, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute des entreprises, et surtout des citoyens. Regardez ces gilets jaunes, ils ne veulent pas de taxe carbone, ils ne veulent pas agir pour le climat. » Bon, donc nous, on savait que beaucoup de gilets jaunes avaient signé et soutenu l'affaire du siècle. On commençait à les rencontrer, comme Priscilla Ludowski, dans nos réunions de mobilisation, de préparation de manifestations, etc. Et l'enjeu qui est né à ce moment-là, voilà, dans la tête de Cyril Dion et d'autres, c'était de dire, en fait, on n'a qu'à leur répondre ça. Faites le pari de la démocratie, tirons 150 personnes au sort et vérifions s'ils sont bien en capacité de formuler des mesures pour faire face à l'urgence climatique, mais dans la justice sociale. Je crois que les 150 ont réalisé ce challenge, ce défi, l'ont mené à bien. Et l'une des propositions phares, les plus soutenues à plus de 90%, ça a été cette reconnaissance de l'écocide. Tout simplement parce que aujourd'hui, que ce soit le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, les méfaits incroyables des pesticides partout à travers le monde, il y a une impunité, de fait, des grands pollueurs, des multinationales, mais aussi d'un Donald Trump, d'un Jair Bolsonaro, pourquoi pas d'un Narendra Modi ou d'autres dirigeants, comme le dirigeant australien. Et on ne sait pas comment les arrêter, simplement parce qu'il n'y a pas de peine, de condamnation dissuasive qui existe et qui puisse leur dire vraiment ne mettez pas les pieds dans cet endroit-là parce que vous allez être condamné. Pour l'instant, ça n'existe pas. Et donc, les grands pollueurs peuvent polluer sans avoir trop de problèmes, en réalité. Et donc, il fallait mettre un terme à ça. Voilà. Et ça a été la proposition de la Convention citoyenne. Et c'est vrai que, aussi, à cause de ce que faisait Jair Bolsonaro au Brésil, cette déforestation intensive, le terme d'écocide est d'un coup explosé. Et il commence à essaimer un peu partout, parce qu'on a lancé... J'ai été chercher d'autres parlementaires à travers le monde et on a lancé en octobre dernier une alliance internationale des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide. Et on est aujourd'hui une petite vingtaine d'un peu partout dans le monde et on essaye de travailler à faire naître des législations sur l'écocide dans les pays où on est engagé et puis en coordination pour essayer d'avoir une définition qui colle à peu près. Parce qu'évidemment, ce sont des crimes contre la planète. Donc l'enjeu, c'est vraiment qu'ils puissent être condamnés partout, puisque partout où on va commettre un écocide, on va porter atteinte à l'ensemble de l'humanité et des écosystèmes. Alors, autrement dit, à travers l'écocide et l'affaire du siècle, vous êtes une écologiste très attachée à la question du droit. Et vous pensez que le droit peut être un élément, non pas régulateur, mais qui permette non seulement de pénaliser à la hauteur de leurs crimes, ceux qui portent atteinte à la planète et à ceux qui y vivent, mais aussi comme un instrument de régulation et d'équilibre. Sans le droit, s'il n'y a pas de régulation par le droit, il n'y aura pas de possibilité de gouvernement mondial, en tout cas. C'est vrai, on a besoin du droit. C'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une société mondiale. D'ailleurs, il y a des appels en ce moment à démocratiser l'ONU, les Nations Unies. Et je crois que c'est important qu'on ait le projet de ce Parlement du monde dans lequel on puisse aller parler, d'ailleurs les êtres humains, mais aussi les écosystèmes, parce que sont en train d'émerger sur le territoire des parlements des écosystèmes et qu'on a besoin de faire entendre la voix de la nature dans le débat démocratique. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la situation est plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien un droit qui se construit et qui s'impose, mais qui se construit et qui s'impose en dehors de toutes sources démocratiques. Ce droit-là, c'est le droit qui émerge des contrats, du commerce, des tribunaux d'arbitrage, publics, mais trop souvent privés aussi, un peu des pratiques de responsabilité sociale des entreprises. Mais ce droit-là, il se fait un peu comme ça autour du monde, et c'est le droit des contrats qui d'un coup prévaut sur le droit, qui est le droit adopté par les parlements, adopté par les citoyennes et les citoyens sur le territoire. Donc, dans le milieu académique, on parle d'un droit global. Voilà. Et je crois qu'on a un enjeu de faire, et je me bats pour faire émerger un droit que j'appelle un droit planétaire, qui puisse contrer ce droit global, qui puisse être un droit démocratique, c'est-à-dire une réappropriation de cet outil majeur qu'est le droit
par les citoyennes et les citoyens, mais aussi un droit du respect de la planète et de ses ressources, et de respect à la fois des droits humains, sociaux, sociétaux de la population. Alors, ce sont des questions de droit qui sont évidemment contraignantes. Et on peut prendre comme exemple de ce que vous dites pour une société une société mondiale basée sur des règles de droit. On peut prendre comme exemple que l'on aurait dû suivre, par exemple pour la conférence de Paris, de la Convention internationale qui a permis de résoudre la question de la couche d'ozone, ou la Convention internationale qui a fait de l'Antarctique un continent qui est sanctuarisé. C'est important de parler de la couche d'ozone, parce que ça a été un défi majeur à un moment. Et moi, j'étais trop jeune, même pour m'en souvenir, ou presque. Et on a réussi à changer nos pratiques, à changer nos comportements et à réparer la couche d'ozone. Donc c'est aussi la preuve qu'on peut le faire. Et que quand nous, êtres humains, nous, humanité, on prend nos responsabilités, qu'on change nos pratiques, qu'on change nos modes de production, de consommation, on peut faire revenir la nature, laisser la nature reprendre sa place, reprendre ses droits et se réparer. Et ça, il faut vraiment qu'on le comprenne, parce qu'aujourd'hui, on fait comme si, quand je dis on, les élites politiques et économiques du monde font comme si on pouvait agir, mais c'était périphérique, et puis il ne fallait pas trop bousculer les choses. Et puis peut-être, certains soulignent d'ailleurs que peut-être qu'on aurait un progrès technique comme ça, impromptu, qui sortirait un peu de nulle part, comme un cadeau, qui viendrait pouvoir nous sauver, parce que l'humanité a toujours réussi à se sauver des fossés dans lesquels elle était tombée. Bon, moi je crois vraiment qu'on peut prendre nos responsabilités pour en sortir. Sur le rôle du droit, moi je crois que le droit, c'est vraiment un outil dans la bataille pour la protection du climat, pour la solidarité et l'égale dignité, mais c'est plus que ça, le droit. Des fois, on nous dit « mais c'est symbolique », comme si ça n'avait aucune autre sorte de valeur. Et c'est symbolique, c'est vrai, mais avec la plus haute valeur qu'on puisse donner à une chose, si tant est que le droit est une chose. Pourquoi je dis que ça a une très forte valeur ? Parce que le droit, c'est les règles sur lesquelles nous nous mettons d'accord pour vivre ensemble. Et donc, c'est vraiment le socle c'est notre pacte social, c'est vraiment le socle des sociétés, de la manière dont on vit les uns avec les autres. Et d'ailleurs, Michel Serres a écrit le contrat naturel à toute fin du XXe siècle. Et je crois qu'il disait là quelque chose d'essentiel. Il disait, voilà, depuis la Révolution française, ou un peu avant, on a grandi sur l'idée d'un contrat social qui unirait les êtres humains entre eux, et, dans la philosophie des Lumières, qui se détacherait de la nature, dont la condition de la liberté, ce serait de se détacher de la nature. Or, on voit bien que la nature nous ramène sur Terre, qu'à force d'avoir usé la Terre, celle-ci se rappelle à nous et vient rétrécir notre espace de liberté, et vient même mettre en danger notre capacité de vivre. Et donc, il faut passer à un contrat naturel. Voilà. Et ça, je crois que la réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est sur, évidemment, toute la manière dont fonctionne notre société, notre économie. Mais tout ça, ça se traduit, ça se véhicule dans le droit. Et c'est pour ça que je suis une grande militante aussi d'un nouveau traité pour l'Europe, d'un traité environnemental européen, d'un traité écologique européen, et d'une nouvelle constitution pour la France, qui soit la constitution d'une véritable république écologique. Est-ce que, vous êtes député au Parlement européen, donc vous allez me répondre par l'affirmative, si je vous posais la question de savoir si l'échelle minimale pour régler les questions écologiques, environnementales et sanitaires, c'est l'Europe. Il faudrait que ce soit au niveau du monde. Voilà. Et la première échelle, la première étape, la première échelle qui existe, c'est effectivement l'Union européenne, qui est une démocratie perfectible, mais une démocratie quand même de plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on est plus proche de trouver des réponses à ce défi écologique quand on agit au niveau de l'Union européenne que quand on agit simplement au niveau de la France. Je dis ça tout en sachant qu'il y a beaucoup de solutions qui construisent au niveau local. Mais le niveau le plus élevé est toujours le mieux pour permettre aussi à ces initiatives au niveau local d'émerger. L'Union européenne, c'est aussi une force économique dans le monde. Et alors, on discute du poids des États-Unis, de la Chine. Parfois, on utilise le poids des autres comme une excuse pour ne pas agir. Mais je prends un exemple sur la déforestation. L'Union européenne est responsable de 10% de la déforestation dans le monde. Donc c'est considérable. C'est 10% qu'on peut éteindre. Et on sait que la déforestation est un élément majeur
de perte de biodiversité et de destruction du climat, en plus de la violation des droits des peuples. Et ajoutant à cela, ça favorise aussi les pandémies. Les pandémies zoonotiques, oui, tout à fait. Ouais, comme celle qu'on traverse aujourd'hui. Revenons-en à l'affaire du siècle, parce qu'elle va marquer dans l'histoire juridique du combat pour le climat. 2 300 000 signatures, c'est ça? Quand vous avez lancé cette affaire? Oui, 2 millions en 2-3 semaines. Est-ce que vous attendiez à un tel succès? Honnêtement, non. On savait, en tout cas avec notre affaire à tous, ça faisait quand même du temps. On avait passé 3 ans à travailler juridiquement ce recours, mais aussi à aller taper à toutes les portes. Les portes des associations déjà organisées, la porte des médias pour leur expliquer un petit peu ce qui était en train de se passer dans le monde, avec la multiplication de ces actions en justice climatique partout, le monde universitaire et académique aussi pour à la fois aller chercher des informations, mais se faire des alliés pour défendre la solidité de notre cours. Et puis, à partir de l'été 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'Europe entière avait pris feu. En France, Nicolas Hulot démissionne et la France s'embrase. S'embrase littéralement, mais s'embrase aussi en termes de mobilisation citoyenne. Et à ce moment-là, il y avait plein de collectifs citoyens qui naissaient, divers et variés, les citoyens pour le climat, mais aussi les enseignants pour le climat, les petits citoyens pour le climat. La jeunesse pour le climat. Voilà. Et donc, on avait vraiment été chercher tout le monde. On avait été chercher les syndicats lycéens, les syndicats étudiants, leur dire c'est vers ça qu'il faut aller. On avait aussi évidemment été chercher les associations partenaires, donc Oxfam, Greenpeace et la FNH, et puis Cyril Dion, les youtubeurs, les influenceurs. Et il y avait une vraie demande. On recevait plusieurs dizaines de mails par jour qui nous disaient « Mais quand est-ce que vous y allez ? Il faut y aller. Quand est-ce que vous y allez ? Qu'est-ce que vous foutez ? Allez-y !» Et donc, voilà, on savait qu'il y avait cette attente-là. On a eu un petit moment de stress. Parce que on avait beau avoir cette demande, il y avait beau avoir les marches pour le climat qui s'étaient lancées en France, il y a un truc qui s'est passé en novembre 2018 et qui a duré longtemps et qui se passait toutes les semaines le samedi après-midi, c'était les marches des Gilets jaunes. Et à ce moment-là, on s'est dit, on a ce sentiment d'une vraie attente en matière climatique, mais il y a aussi, chaque semaine, des mobilisations pour la justice sociale. Et alors, est-ce qu'il faut vraiment lancer ces deux trucs-là à peu près en même temps ? Puis on a fait le pari que oui, et je crois que ça a marché, et qu'on a eu ce croisement vraiment. Je pense que le gouvernement et quelques autres essayaient vraiment de mettre en œuvre cette opposition, mais de part et d'autre, je crois, les signataires des deux pétitions, les gens qui se mobilisaient dans les deux cas, ont senti qu'il y avait un vrai horizon commun assez vite. Et donc ça a dépassé nos attentes. Je crois que c'était dans un contexte dans lequel c'est aussi le moment où Greta Thunberg lance ses grèves pour le climat, lance le premier grand mouvement social mondial de la jeunesse. On était dans un moment de véritable attente climatique, d'attente pour la justice sociale et de colère contre un gouvernement et un État qui n'en faisait clairement pas assez. Alors, à la suite de ces manifestations des Gilets jaunes qui se passaient en parallèle avec le climat, et vous faites partie de ces écologistes qui ont essayé de créer le lien, comme l'a fait Cyril Dion avec les Gilets jaunes, et vous avez donc, avec l'une des animatrices des Gilets jaunes, que nous recevrons dans ces conversations, Priscilla Ludowski, vous avez écrit ensemble, nous demandons justice. En fait, dans ce livre, c'est 2 femmes, donc vous allez nous parler du féminisme et de l'écoféminisme, mais sont aussi 2 femmes qui viennent de deux horizons différents, l'horizon écolo et l'horizon social. Est-ce que vous pensez que vous avez contribué, toutes les deux, figure un peu emblématique de ces mouvements, à la jonction entre la justice pour le climat et la justice sociale pour aboutir à ce que nous attendons tous, la justice pour tous? On a essayé. La justice pour toutes et tous. Oui, pardon. Non, mais c'est... En tout cas, on a essayé. Et je pense qu'on s'est rencontrés à la base, qui est un lieu qui a été créé, je crois, en février 2019, lancé en février-mars 2019, qui est un lieu à Paris qui réunit des petites associations qui agissent contre l'urgence climatique. Pour faire face à l'urgence climatique. Qui réunit aussi bien des militants d'Alternativa que de beaucoup d'associations et qui se trouvent rue Bichat, très exactement. Exactement, au 31. Et donc on s'est rencontrés lors d'une soirée, peut-être même la première soirée
à la base. Et c'est vrai qu'on s'est tout de suite dit, bon, on pourrait faire des choses ensemble. Parce que c'est vrai qu'on avait lancé les 2 pétitions qui avaient fait le plus de signatures. Et voilà, c'était un moment où, de toute façon, Priscilla et pas mal de Gilets jaunes commençaient à travailler avec Alternatiba, avec d'autres. ATD Quart Monde, dont on a parlé plus tôt, commençait aussi à s'intéresser à la question du climat et à la manière dont on peut allier l'urgence climatique et le temps nécessaire de construire avec toutes et tous, sans exclure personne. Voilà, donc c'était un moment d'effusion, de grande ébullition. Et puis on a eu envie de porter ce message ensemble pour répondre justement au gouvernement et de leur dire, mais regardez, on est capable d'agir ensemble, on se soutient mutuellement dans nos combats, et même plus que ça, parce que ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, on demande justice, mais alors le sous-titre, c'est « Pour en finir avec les violences environnementales ». Et violences environnementales, c'est un terme qui commence à émerger, pas mal aussi dans les mouvements féministes des populations autochtones. Voilà, donc je le vois apparaître de plus en plus. Expliquez-nous ça, parce qu'on va venir après ça aux violences sociales et aux violences faites aux femmes. Ben c'est de dire, ce qu'on entend dans le discours aujourd'hui, c'est on ne peut pas faire la transition écologique si on ne fait pas la justice sociale, parce que ça va changer des choses dans la fiscalité, tout ça, il n'y aura pas d'acceptabilité. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que de manière beaucoup plus profonde, quand on a des processus d'exclusion à des fins économiques, toujours à des fins prédatrices, on a aussi une exclusion qui est une exclusion environnementale. Et je peux prendre plusieurs cas, alors certains tirés du livre et d'autres non, mais on voit bien la mobilisation du peuple Wet'suwet'en au Canada. Ils se mobilisent contre un gazoduc. Alors, on exploite les sables bitumineux, très sales, du pétrole, en Alberta, au nord du Canada. Puis évidemment, il faut mettre en place des gazoducs pour faire passer ces matières polluantes. Mais on ne va pas faire passer ça chez les populations les plus riches, dans des belles villes. On va évidemment faire passer ça sur les territoires des peuples autochtones, dont on n'a bien pas grand-chose à faire. Et donc, c'est plus pratique. Et donc, on a des peuples qui se battent pour leurs droits, pour leurs terres, pour leur dignité, et aussi pour la planète, parce que du coup, ils refusent qu'on exploite comme ça des ressources très polluantes. Voilà. C'est l'exemple aussi des Sioux du Dakota. Exactement, face au Dakota Pipeline. Absolument. Voilà, et qui sont en train de gagner, donc ça, c'est bien. Mais en sortant de cette question des populations autochtones, c'est l'histoire des gens du voyage en France. Les gens du voyage, alors soit dans le pays de Gex, qui sont installés sur une carrière extrêmement polluée, alors on se préoccupe de savoir si l'eau de tout le monde est bien potable, mais alors eux, surtout pas, c'est pas grave, on ferme les yeux. Ou le cas des gens du voyage installés juste à côté de Lubrizol, dont on parle dans le livre, et qui, comme dans une majorité d'aires de voyage en France, installées sur le territoire, est située soit en zone polluée, soit juste à côté d'installations et d'usines très dangereuses. Donc souvent, quand le dicton chez les gens du voyage, qui est souligné notamment par William Hacker, c'est si vous cherchez l'art du voyage, cherchez d'abord la déchetterie. Voilà, et ça, c'est une pratique. On veut exclure les populations, donc on les met loin, là où on ne peut pas les voir. Et puis, du coup, là où on ne peut pas les voir, c'est aussi là où on met les industries les moins bonnes. Alors, tout à l'heure, je vous interromps une seconde, parce que tout à l'heure, vous avez dit que j'étais trop jeune pour voter pour moi en 2002, pour les Verts. Mais il se trouve que nous avons commencé la campagne des présidentielles à Toulouse, à côté de l'usine AZF voilà, qui où venait il y avait d'exploser, aussi des gens du voyage. pour montrer que c'était pas, non, il n'y avait pas que des gens du voyage, il y avait des logements sociaux qui avaient été construits à côté de cette usine. Donc vous poursuivez ce combat qui dénonce le cumul des injustices sociales et des injustices environnementales d'une certaine manière. Tout à fait, oui. Puis c'est vrai aussi, une chercheuse qui a été beaucoup reprise par Éloi Laurent, qui montre que quand on a 1% de population d'origine immigrée dans une ville, on a 30% de chances de plus, ou de risque, de voir s'installer dans cette ville un incinérateur. Et donc, on voit bien toutes ces intrications. C'est comme ça qu'on dit, en tout cas ces imbrications de ces questions-là. Et ce que je veux dire, c'est vraiment ça. Et le terme de violence environnementale, il illustre ça. C'est pas seulement qu'il faut mener les deux en même temps, c'est que ceux qui ont exploité la Terre ont toujours exploité les êtres, et ceux qui veulent exploiter les êtres
ont toujours exploité la terre en même temps, d'un même mouvement. Et donc, il faut aller aux racines de ces violences-là. Et les violences environnementales sont souvent causées sur les populations les plus vulnérables. Dans le livre, on parle aussi d'un collège de Marseille, dans le 3e arrondissement de Marseille, qui a été pollué à l'amiante. Il est entouré de barres d'immeubles. Vous savez, ces barres d'immeubles à Marseille qui sont tellement délabrés qu'ils ont vocation à être détruits, qu'il vaudrait mieux les détruire le plus vite possible parce qu'ils peuvent tomber sur les populations qui y vivent, où évidemment l'alimentation en eau, en électricité, c'est hyper dangereux, ça va pas du tout, c'est des populations extrêmement précaires. Il y a évidemment la bretelle d'autoroute à côté, une espèce de décharge sauvage dans le coin, un parking fermé mais à ciel ouvert dans lequel on a sorti l'amiante, mais il y a les déchets d'amiante qui traînent encore dans le coin, et un collège qu'on répare avec toute la poussière qui part non seulement sur les gamins qui sont encore à l'école dans le collège, mais sur avec toutes ces barres d'immeubles qui respirent chaque jour sans même bien savoir ce que c'est, ces poussières d'amiante qui vont venir en plus porter atteinte à leur santé. Donc voilà, et pour revenir, je pense que j'avais été particulièrement sensible au discours que vous teniez en 2002, justement parce que je sentais bien qu'il y avait cette préoccupation sociale et environnementale qui était portée en même temps. Oui, mais elle n'est pas née en France, en fait. Elle est née aux États-Unis, avec le mouvement pour la justice environnementale, dans un comté qui s'appelle le comté de Warren, où les militants écologistes et des droits civiques se sont aperçus que dans ce comté, où on voulait implanter des décharges, justement, il y avait 64% de population afro-américaine et de population pauvre. Et ensuite, on a décliné ce mouvement. Ce mouvement a été décliné dans ce qu'on a appelé l'allée du cancer, entre New Orleans et Baton Rouge, 250 km d'usines chimiques très polluantes, où habitent les populations principalement afro-américaines et amérindiennes. Donc, vous pensez que ce mouvement pour la justice environnementale, qui est créateur de droits, il est appelé encore à prospérer et à gagner du terrain pour précisément faire bifurquer le modèle ? Ce serait bien. Aux États-Unis, ça a été vraiment effectivement la puissance du mouvement des droits civiques qui a porté cet enjeu de la justice environnementale. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils ne se sont pas appuyés au départ sur les législations environnementales, mais sur l'acte des droits civiques de 64, donc vraiment sur les questions de lutte contre la discrimination, de promotion de l'égalité. Et ils ont emporté un certain nombre de combats, ils en ont perdu d'autres, mais voilà. Il y a eu une première loi qui a été adoptée par Bill Clinton en 1994 pour la justice environnementale. Ça s'est déployé. Maintenant, l'agence de protection de l'environnement américaine, sous présidence démocrate, pas sous présidence républicaine, s'occupe et fait d'ailleurs une priorité de la justice environnementale, comme l'a d'ailleurs promis la nouvelle administration. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça s'est un peu répandu dans les pays anglo-saxons et pas beaucoup chez nous. Voilà. Alors, on peut penser que c'est à cause de ce débat de fond intersectionnalité contre universalisme. Bon, ça peut être une part des raisons. Moi, je crois qu'il y a des raisons plus profondes. C'est vraiment que l'Europe est le cœur de ces lumières, de cette philosophie de détachement de la nature où on refuse de tenir compte de ces liens profonds entre écologie et égalité sociale. Et d'ailleurs, on s'en approche un peu, on commence un peu à en parler par la santé. Mais quand on regarde les différents plans nationaux santé-environnement, qu'on voit à quel point ils sont faibles, on se rend bien compte qu'ils ne permettent pas de faire face justement à ces inégalités. Et juste pour revenir là-dessus, encore aujourd'hui en France, il y a une inégalité d'espérance de vie entre le décile des plus riches et des plus pauvres qui est de 13 ans et demi. 13 ans et demi, c'est énorme. Et c'est par des conditions de travail aussi, d'utilisation de son corps, mais c'est aussi parce que la qualité de l'alimentation est très différente entre le haut et le bas de l'échelle sociale, parce que la qualité de l'air qu'on respire est très différente, parce que la qualité de l'eau qu'on boit est très différente, et donc ce sont des enjeux, peut-être l'injustice sociale la plus criante, et très certainement d'ordre écologique. Voilà. C'est exact. Enfin, c'est ce que, en tout cas, je pense. Je ne sais pas si c'est exact, mais c'est une analyse qui me paraît tout à fait juste. Venons-en maintenant à la question du féminisme. Parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus de femmes jouent un rôle important dans les mobilisations pour le climat, des très jeunes femmes, dans ce que vous avez organisé avec l'affaire du siècle, dans les responsabilités politiques. Mais
dans l'écologie, depuis longtemps, les femmes ont considéré qu'elles avaient un rôle très important à jouer dans la dénonciation d'un certain nombre de violences, et puis effectivement, non pas de domestication, mais de maintien dans un certain statut essentialisé de la part des hommes. Est-ce que vous êtes consciente d'être la porteuse, d'être la continuatrice dans vos combats de ces premières femmes qui se sont battues? Ce serait un honneur. Comment vous le vivez? Il y a eu effectivement des grandes femmes qui sont vraiment une vraie source d'inspiration, plus ou moins connues d'ailleurs. Évidemment Françoise d'Aubonne, qui la première peut-être utilise ce terme d'écoféminisme et qui liait beaucoup son combat pour la planète à un combat pour la justice sociale. Elle était très très engagée sur cette question sociale. Je crois que pour elle, ça ne faisait qu'un, ce qui est exactement ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, mais qu'elle l'avait très bien compris, qu'elle a essayé de le porter. Elle a écrit un livre qui s'appelait « Le féminisme ou la mort » et elle était membre du MLF. Elle était très active dans ce mouvement et ses amis du MLF l'ont beaucoup critiquée pour ses engagements écolos. Oui, parce qu'il y en a eu d'autres, mais alors, comme Simone de Beauvoir d'ailleurs, mais Simone de Beauvoir a dit une grande phrase « La biologie n'est pas un destin ». Et c'est vrai que certains et certaines, malheureusement, ont considéré, et parfois même considèrent encore, que l'écoféminisme, c'est de renvoyer la femme à la nature et donc d'empêcher la technologie, le progrès, les techniques, de venir soulager le travail domestique qu'est celui des femmes, ou encore avec les couches lavables, avec les protections hygiéniques jetables, tout un tas de... la machine à laver. Bon. Donc il y a des femmes qui disent « mais l'écologie, c'est le retour à la bougie et donc c'est l'exploitation de la femme. » Non, ce n'est pas ça. Et justement, des femmes comme Françoise d'Aubonne, mais aussi comme Suzanne Griffin, qui s'est inscrite plus dans un mouvement de la justice environnementale, y compris tenant compte de ce mouvement des droits civiques qui était à l'œuvre, ont porté les deux en même temps. Plus tard, une femme dont on parle très peu, Loretta Ross, qui est une Américaine qui a subi ce que beaucoup de femmes, y compris dans les anciennes colonies françaises, et Françoise Vergès l'a dénoncé en ce qui concerne les Réunionnaises, mais qui a subi des stérilisations forcées. Donc une Afro-Américaine. Et elle s'est beaucoup mobilisée depuis. Elle est encore aujourd'hui professeure d'université pour montrer les liens entre les produits toxiques ingérés par les femmes qui devenaient mères, qui passaient ces produits toxiques à leurs enfants, et donc l'espèce d'unicité de ces enjeux de justice sociale, d'écologie, de place des femmes, de place de la famille. Et ça a été beaucoup un enjeu comme ça. Dans les mouvements des droits civiques aux États-Unis, ça a été souvent les femmes, même si évidemment c'est les noms des hommes dont on se souvient, mais ça a été beaucoup les femmes qui ont porté ces combats, et souvent au nom de leurs enfants. Je pense en 86, les maires de East Los Angeles se battent d'abord contre une prison, parce qu'elles disent on veut construire une prison dans notre quartier et c'est là où ils veulent enfermer nos gamins. Donc ça suffit. Évidemment, tout ça dans un contexte de racisme fort. Et puis après, elles se sont mobilisées à leur tour contre un incinérateur, en disant encore une fois, on veut polluer l'air de qui? De nos enfants. Donc ça suffit. Donc il y a eu ces mobilisations-là. Évidemment, les mobilisations des Indiennes avec le mouvement de Chipko, puis avec Vandana Shiva en Inde, le mouvement de Chipko est s'attacher aux armes pour empêcher qu'on les abatte, tandis que quelques centaines de kilomètres plus loin, au Kenya, il y avait ce mouvement, le Green Belt de Wangari Maathai, prix Nobel en 2006. Qui plantaient des arbres pour faire la paix. Donc je crois beaucoup de ces femmes-là portaient à la fois une revendication pour leur propre émancipation, utilisaient aussi leur statut de femme pour faire entendre des choses, portaient ce combat pour la justice sociale, qui était inséparable, je crois, pour elles, de la justice... la justice pour toutes, justice sociale, justice pour les femmes, justice, quelle que soit sa couleur de peau, sa confession, son origine, et justice environnementale, tout ça, ça allait vraiment ensemble, que ce soit théorisé ou non. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les mouvements sociaux, il y a une intuition que ces sujets-là sont les mêmes et doivent aller ensemble. C'est pas forcément... encore aujourd'hui, pas toujours théorisé, pas toujours
exprimé de manière forcément très intelligible, pas toujours pleinement compris peut-être, mais c'est une intuition très forte qui fait que, à plusieurs reprises, en tout cas pendant les 2 dernières années, on a réussi à organiser des mobilisations communes entre le mouvement pour le climat, le mouvement féministe et le mouvement pour l'égalité, contre le racisme, notamment avec Assa Traoré et son mouvement. Voilà, c'est quelque chose qui infuse véritablement. Et moi, je suis heureuse aussi de voir qu'on est de plus en plus nombreuses à travers le monde à la fois se lever et se battre, mais ça c'est le cas de nombreuses femmes depuis longtemps, mais à aussi pouvoir commencer à être entendues, à être écoutées même. Donc c'est évidemment Greta Thunberg. En Roumanie, en Hongrie, ce sont beaucoup des femmes aussi qui s'élèvent contre le régime. En Pologne, évidemment. Voilà, j'ai parlé de Vandana Shiva déjà, Léa Nabouverma en Afrique. Enfin, donc c'est beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes femmes, voilà, qui se lèvent. Et ça, pour moi, je le rattache à quelque chose d'assez profond, qui est la bataille pour faire entendre la voix des subalternes. Les subalternes, ça a été un terme qui a été employé à plusieurs reprises au XXe siècle pour parler notamment de la manière dont l'histoire n'avait pas rendu compte, dont les historiens ne rendaient pas compte de l'histoire des peuples. Parce que les peuples ne l'avaient pas forcément écrite, rédigée. Et donc on se souvenait surtout de l'histoire des puissants. Et ça a été repris par des universitaires indiens ou d'origine indienne, dont Gayatri Spivak, qui a lancé d'ailleurs avec ses travaux les Subaltern Studies, les études des subalternes, et qui explique dans un livre, Les subalternes doivent parler, qui raconte l'histoire d'une jeune femme indienne qui s'était suicidée dans un acte très politique, en laissant d'ailleurs une note expliquant son acte, et dont tout le monde autour d'elle, y compris sa famille, avait dit qu'elle s'était suicidée pour des raisons culturelles, religieuses. Voilà. Et donc sa voix à elle, qu'elle avait voulu porter, avait été complètement niée. Et donc Gayatri Spivak soulève la question de est-ce que dans une société coloniale telle que l'Inde de l'époque, les femmes, donc encore plus au banc de la société, sont-elles susceptibles d'être entendues ? Voilà. Et je crois que ce combat de la justice environnementale, qui allie donc toutes ces justices dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment la volonté de faire entendre la voix de tout le monde, et donc y compris la voix des subalternes, et donc y compris la voix des gens du voyage lorsqu'ils habitent dans des zones dangereuses ou polluées, la voix des Antillaises et des Antillais lorsqu'ils ont été pollués pendant des décennies avec un chlordécone qui était pourtant déclaré cancérigène par l'OMS, interdit aux États-Unis, la voix des Kalina en Guyane, qui essayent de se battre contre leur paillage illégal et contre de nouvelles mines d'or légales d'ailleurs, la voix des Wet'suwet'en dont on parlait tout à l'heure, de toutes les populations amérindiennes, voilà. Si on allait vers une reconnaissance des droits de la nature, ou si on allait vers une vraie place pour toutes les personnes qu'on a considérées comme subalternes dans nos sociétés, quel que soit l'angle par lequel on prend ce sujet-là, on aurait une société qui serait à la fois une société plus harmonieuse en termes de rapport entre êtres humains, mais aussi une société plus harmonieuse avec le reste du vivant. Quand vous évoquez Gayatri Spivak, c'est très intéressant parce que peu de gens savent que, en fait, sa théorie sur les subalternes et les subaltern studies, cette théorie, elle l'a développée à l'université de Columbia aux États-Unis. Et en fait, elle a posé les bases de ce qui est très critiqué aujourd'hui, c'est-à-dire les études, tout ce qui concerne l'intersectionnalité, en particulier les études post-coloniales. Mais c'est elle qui l'a posé, qui a toujours été très respectée et qui n'a pas fait des subaltern studies, l'alpha et l'oméga de la définition des inégalités. Je crois que c'est important de le signaler. Si je vous dis aujourd'hui, le 21e siècle, c'est le siècle des femmes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous considérez que c'est trop tôt de le dire ? En tout cas, je l'espère. Et je pense que c'est un beau souhait, en tout cas. On est en 2021, donc on a déjà bien avancé dans le 21e siècle. C'est aussi encore, malheureusement, le siècle des hommes, en tout cas à ce stade. C'est des hommes qui sont à la tête de la plupart des puissances du monde, sauf en Europe avec Madame von der Leyen, donc ça c'est intéressant. Mais c'est aussi les hommes qui restent propriétaires de 70% des richesses, 80% des terres à travers la planète. 9 milliardaires sur 10 sont des hommes. Donc c'est encore le siècle des hommes. C'est un siècle où beaucoup de choses sont en train de changer. On risque quand même de se
retrouver, si on ne se bat pas assez, dans une société du backlash, dans une société du recul de tous les droits, de la destruction de l'environnement accéléré. Évidemment, dans ce cadre-là, et avec la vie rendue de plus en plus difficile et les ressources amoindries, des batailles sociales d'autant plus grandes. Juste, on a vu que à Lagos, comme à Jakarta, les plus riches ont déménagé de ces capitales, qui sont parmi les plus grandes capitales du monde, confrontées à la hausse des eaux liée au dérèglement climatique. Ils ont fait sécession d'une certaine manière. Exactement, c'est le séparatisme. Et à Lagos, ils ont même été ponctionner les terres des paysans dans la mangrove pour pouvoir se construire une île flottante pour s'y réfugier. Voilà, donc ça, on peut avoir cette possibilité-là d'une ruée dans un monde plus destructeur, plus masculiniste, voilà, qui est très incarné par Donald Trump ou Jair Bolsonaro. Mais ils ne sont pas tout seuls, malheureusement. Et puis, il y a une autre possibilité à laquelle nous travaillons ensemble, qui est la possibilité d'un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus égal, et dans lesquels, en tout cas, les femmes auraient toute leur place, et pourquoi pas même, en tout cas pendant un temps, plus de place d'ailleurs que les hommes. C'est ce qu'on doit construire, et je dirais que c'est une possibilité au vu des mobilisations qu'on voit aujourd'hui. Alors il y a encore beaucoup de résistance, parce que revenons à Greta Thunberg que vous avez citée tout à l'heure. Elle, par ses adversaires conservateurs, ceux qui veulent maintenir le statu quo, elle est qualifiée d'hystérique. Et c'est un mot qui revient souvent chez les femmes qui prennent de l'importance et qui font peur, comme ce fut d'ailleurs les mêmes termes qui ont été employés contre une des premières écoféministes de l'histoire, qui s'appelait Rachel Carson, et qui a écrit Le Printemps silencieux en 1962, concernant les dégâts du DDT, et qui se poursuivent aujourd'hui dans la naissance chez certains enfants. Vous pensez que Greta Thunberg, elle contribue à faire progresser la cause des femmes? Est-ce que vous la classez dans la catégorie des écoféministes? Oui, indéniablement. Indéniablement. D'abord, elle fait avancer la cause du climat, ça c'est sûr. Et il faut rappeler quand même que 70% des pauvres sur la planète sont des femmes, et que les pauvres, et donc les femmes aussi, et pas que pour cette raison-là, sont les premières victimes du dérèglement climatique. Donc en se bagarrant pour le climat, on se bat pour les droits des femmes aussi. Et elle se bat aussi pour les droits des femmes, parce que je crois qu'avoir, avant ses 20 ans, une icône mondiale d'une lutte sociale quelle qu'elle soit, je crois que c'est important que beaucoup de jeunes filles encore remarquent qu'elle peut faire la différence, qu'elle fait déjà chaque jour la différence. Et d'ailleurs, en ce sens, quand les détracteurs la critiquent, la combattent, ils lui donnent aussi de la puissance. Donc voilà, elle a gagné sur ce front-là. Mais en tout cas, elle montre à tout le monde, et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit elle aussi. Elle dit « Personne n'est trop petit pour faire la différence ». Et ça, je crois que c'est un vrai message d'espoir et de mobilisation pour tout le monde, pas que pour les femmes d'ailleurs. Mais du coup, dans son combat tel qu'elle le porte, elle est indéniablement écoféministe, et par ailleurs, elle est vraiment sur toutes les batailles portées par cette génération d'adolescents d'aujourd'hui. Elle est aussi pour les droits de tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle. Elle est pour les droits de tout le monde, quelle que soit son origine. Elle a pris à plusieurs reprises position en soutien, en défense aux populations autochtones, notamment en Amazonie, mais de plein d'autres populations. Donc je crois qu'elle est vraiment au cœur de cette bataille de la justice. Est-ce que vous-même, exposée comme vous l'êtes, vous avez été l'objet d'attaques sexistes en tant que femme politique? Oui, mais alors on est en train peu à peu de gagner cette bataille-là, parce que, sur les plateaux, tout ça, ceux qui veulent faire du bruit utilisent encore ces arguments-là. Mais je dirais qu'au quotidien, les gens avec qui je travaille, plus souvent, ce qui arrive le plus régulièrement, c'est qu'on soit dans une discussion à plusieurs, et puis qu'une femme parle, qu'on l'écoute gentiment, puis qu'un homme dise la même chose 2 secondes derrière, et puis que « Oh, c'est une super idée !» « Ah mon gars, quelle bonne idée t'as eue !» Voilà, donc je dirais que ça, c'est encore beaucoup ce qui arrive, ou qu'il y ait des décisions qui, de manière
spontanée, parce que on se croise dans les couloirs, parce que on s'appelle plus souvent, parce que voilà, c'est les hommes qui se retrouvent entre eux sans avoir forcément prévu et qui prennent des décisions importantes. Voilà, donc ça, je dirais, il y a évidemment des attaques sexistes qui sont commises dans la vie publique aussi, qui font partie du jeu politique. Ça, c'est une évidence et il faut que ça s'arrête. Mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est les tenants de ce vieux monde, ce monde destructeur. Mais il y a encore aussi beaucoup de conscience à faire évoluer, voilà, je dirais parmi celles et ceux, et notamment parmi ceux qui promeuvent un autre modèle. Est-ce que la non-violence fait partie des valeurs incontournables que vous prenez dans votre combat politique ? Même si le combat politique et le combat de l'écologie peut être violent parce qu'il a des adversaires déterminés. Je crois que pour réfléchir à cette question-là, il faut quand même se situer dans un contexte et que les réponses ne peuvent pas être les mêmes si on prend que le moment présent, en tout cas selon les endroits où on se situe, les régimes politiques dans lesquels on vit. Et je souligne d'ailleurs le courage des paysannes et des paysans indiens qui se soulèvent en ce moment contre Narendra Modi en plantant des fleurs sur les planches clouées pour arrêter les routes. Ou les habitants ou les Birmans face à la violence. Tout à fait. C'est comme la révolution des œillets. Bon, voilà, la non-violence, elle doit être placée dans son contexte quand même quasiment tout le temps. Elle est plus forte que l'utilisation de la violence. Et dans des sociétés dans lesquelles ce à quoi on aspire, c'est de vivre ensemble, parce que c'est ça la question derrière. Pour vivre ensemble, la non-violence est la clé. Parce qu'il ne s'agit pas de s'entretuer, il s'agit de chercher des moyens de faire évoluer nos sociétés et de pouvoir vivre les uns avec les autres. Je prends l'exemple du féminisme, on dit beaucoup, on est plus que 50% de la planète, donc c'est pas normal qu'on ne représente que 1, 2, allez, 10% du pouvoir économique, du pouvoir politique, culturel, etc. Mais l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'on soit à peu près à 50-50, pas à 90-10 dans l'autre sens. Voilà, sur le climat, c'est pareil, la mobilisation par la non-violence, elle est essentielle pour faire comprendre que on ne peut pas continuer dans ce modèle-là, mais que ce n'est pas parce qu'on est en guerre les uns avec les autres, c'est parce qu'on est en guerre contre le dérèglement climatique, donc contre des manières de faire, des modes de production, de consommation, là encore. Et donc d'être dans la non-violence, c'est ce qui permet de dire à l'autre aussi, et de tendre la main à l'autre en disant « viens avec moi, tu es le bienvenu ». Voilà, je crois que ça a une force puissante, et voilà, ça marche souvent, quand même, en tout cas pour faire bouger l'opinion. Et quand en ce moment, il y a les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron lancés par Alternative ANV COP21, Alternative non violente COP21, et par Alternatiba, qui décrochent simplement des portraits qui coûtent 10 €, allez, 30 € si on prend le cadre en plus, des mairies, du président de la République dans les mairies, pour interpeller sur l'inaction climatique du gouvernement. Bon, ils ont commencé ça avant la décision de l'affaire du siècle. Là, la justice vient de leur donner raison. Parce que la justice dit effectivement il y a un retard de l'État français, l'État ne respecte pas sa propre loi. Eux ont enlevé des portraits en disant on les enlève parce qu'ils sont pas à la hauteur de leur responsabilité, on les enlève parce qu'ils n'ont rien à faire là, comme ils ne respectent pas la loi. On ne laisse pas des délinquants accrochés au mur comme ça. Voilà, donc ça, je crois que ça montre son efficacité. La valeur de la non-violence, c'est aussi, ça montre à tout le monde que tout le monde est bienvenu. Et quand on est dans des situations de violence, ces situations de violence créent de manière constante de nouvelles inégalités. C'est pas tout le monde qui peut s'engager dans des actions violentes. Et donc la non-violence, je crois que c'est aussi beaucoup ce qui est porté par Extinction Rebellion. C'est aussi la capacité d'accueillir tout le monde dans cette dynamique-là. Donc vous liez la question de la non-violence à la question de la désobéissance civile. Pour vous, la désobéissance civile est un moyen moderne, alors qu'il a été inventé au XIXe siècle, ou enfin fondé au XIXe siècle par l'Américain Thoreau. C'est vous êtes prête, même élue, à mener des actes de désobéissance civile ? Mais je crois que les élus ont ce rôle de promouvoir des politiques publiques, mais aussi de savoir les critiquer lorsqu'il faut. D'ailleurs, chez les écologistes, c'est quand même une habitude assez courante, parce que ça a été tellement un défi de remettre en cause l'idéologie dominante qu'il a fallu déployer de nombreux moyens
Et on peut parler de José Bové et du McDonald's. On peut parler de José Bové et Noël Mamère avec les plantations d'OGM. On peut encore parler de Noël Mamère et du mariage gay organisé à Bègle. Voilà, bon, là, je cite que des hommes, mais heureusement, on a parlé des femmes avant, donc on voit bien qu'il n'y a pas que des hommes qui se sont battus. Non, mais il n'y avait pas que vous, mais voilà, c'est un mode d'action qui avait de la valeur, toujours, qui en a encore aujourd'hui. Moi, il y a une histoire, je ne sais pas si j'aurais été d'accord avec elle à l'époque, mais c'est les chatouilleuses de Mayotte qui me fait beaucoup rire. C'est ces femmes qui voulaient que Mayotte reste rattachée à la France et qui allaient chatouiller leur mari lors de leurs grandes discussions politiques pour qu'ils choisissent leur attachement de Mayotte à la France. Bon, à la fin, elles ont gagné. Voilà. Ce sera à leurs descendants de juger si elles avaient raison ou tort, mais ça montre quelle puissance ça peut avoir, ces actions. Et ce qu'on a obtenu sur les OGM depuis que vous avez été fauchés, les champs d'OGM, le fait qu'on ait obtenu le mariage pour toutes et tous il y a quelques années, ça montre que ça peut vraiment faire changer les choses. Et je crois que les actions de désobéissance civile qui sont menées en ce moment sur le climat contribuent de manière très importante aux 2 points que j'ai soulignés tout à l'heure, c'est-à-dire à faire changer les choses, en tout cas dans l'opinion, à mobiliser, et aussi à lancer un message de dire tout le monde est bienvenu pour porter ses actions avec nous. Voilà, et je crois que les 2 en même temps, c'est important. Ma dernière question, est-ce que vous êtes là pour changer le monde ou de manière plus modeste pour le réparer ? Ah, il faut le changer. Il faut le changer. Non, il faut le changer parce que le réparer, ça voudrait dire qu'on reviendrait à un état initial qui était supposément le bon. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que ceux qui critiquent les écologistes nous critiquent en disant « mais vous voulez revenir au passé ». Non, c'est pas ça. On veut un monde qui soit un monde de l'harmonie, un monde de la solidarité, un monde qui change ses règles de droit, le pacte social, pour passer au fameux contrat naturel. Un monde où les femmes et les hommes soient vraiment traités à égalité, un monde où il n'y ait plus de subalternes, finalement. Donc ce monde-là, il n'a jamais existé, c'est à nous de le construire. Donc je dirais plutôt changer. Est-ce que vous avez conscience que votre génération porte une responsabilité importante pour assumer et faire que ce changement s'opère ? Oui, je crois d'ailleurs qu'on est la dernière génération, même plutôt la nôtre que celle des adolescents avec Greta Thunberg. On est une génération qui avons le devoir de changer de braquet, de faire prendre une autre trajectoire complète à l'humanité, sans quoi les générations à venir ne verront peut-être même pas le jour. Vous avez plus de raisons d'espérer que de désespérer là où vous êtes, aussi bien dans le pied dans la politique que dans la société civile ? Ouais. Si j'avais peut-être un mot pour qualifier le moment dans lequel on vit, je dirais qu'on vit une forme de printemps de la justice climatique. Ces grands mouvements de réveil des peuples, avec évidemment ma génération qui mène la bataille sur tous les terrains, sur tous les fronts, notamment avec des femmes qui sont là, qui sont motrices. Et donc ça donne beaucoup d'espoir. Et derrière, une opinion qui soutient de plus en plus ces révolutions qui se passent dans la rue, qui se passent dans les engagements personnels aussi. Je pense à ces dizaines de milliers de jeunes issus des grandes écoles en France qui ont signé un engagement de ne pas aller travailler chez les grands pollueurs, là où pourtant ils sont destinés aux plus belles carrières. Ils refusent ça aujourd'hui, ils disent on veut faire autre chose. Et ce qui se vit aussi dans les tribunaux, avec un nombre croissant de décisions. Il n'y a pas qu'Urgenda, il n'y a pas que l'affaire du siècle. On a gagné aussi au Pakistan, en Colombie, en Irlande, et on va avoir de plus en plus de victoires. Donc voilà, on est dans ce moment-là où il y a encore des gens et des forces qui vont à l'encontre de ce qu'on porte. Il y aura encore des tensions. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un risque que ce soit nos contradicteurs qui l'emportent. Mais je crois que le rouleau compresseur est en marche. Et que si c'est pas tout de suite, ce sera dans 10, dans 15 ans, que de toute façon on a ce devoir d'y arriver, cette obligation quelque part, et que voilà, on va pas se laisser faire. Et je crois que ça c'est vraiment signe d'espoir. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous.